Bonjour à tous, je suis très contente de voir la salle remplie parce que quand je suis arrivée, j'ai vu un attroupement sur Spot et je me suis dit la philo comparée à Spot, ça va faire, je vais avoir 2 personnes dans la salle. Donc oui, Hélène présentait mon voyage philosophique comme un petit voyage en absurdie parce qu'effectivement depuis une dizaine d'années, je suis dans les entreprises et je vois pas mal de normes comportementales, de conduites un peu stéréotypées, de mots souvent mécaniquement utilisés qui font qu'on a le sentiment, enfin j'ai eu le sentiment de tomber en légère absurdie parfois, et où j'ai vu des gens, des esprits un peu engourdis par ces process et ces procédures. Donc c'est tout l'objet de mon petit livre. Je ne vais pas vous raconter mon livre, je préfère que vous l'achetiez, mais je vais essayer de le contextualiser et d'émettre certaines hypothèses. Vous savez, juste une parenthèse avant de commencer, la philo ne prétend pas à la vérité, je ne prétends pas du tout dire le vrai, ça ne veut pas dire que je vais dire tout faux non plus, mais la philo recherche le sens, et le sens ne peut venir que de la confrontation des points de vue. Donc contredites-moi le plus possible, avant, après, pendant, c'est pas grave, et c'est comme ça qu'on fera un sens. Donc là, je n'émets que des hypothèses, et puis après, on en discutera ensemble. Mais avant de vous proposer un remède contre l'absurdie en entreprise, je pose un peu un diagnostic qui est le suivant, c'est-à-dire que je me suis dit, on vit dans une époque, dans une société plus particulièrement, qui est tétanisée d'angoisse. On a peur d'à peu près tout, du sexe, des OGM, du réchauffement climatique, du tabac, de la viande, de l'alcool évidemment, mais de la grippe, mais aussi du vaccin contre la grippe, de la rougeole, mais aussi du vaccin contre la rougeole. Et ce qui fait qu'on nous, sans parler des films éco-catastrophiques qu'on nous inflige à longueur d'écran, et qui témoignent, me semble-t-il, d'une prolifération des peurs. Et cette prolifération des peurs s'explique et se traduit même, puisqu'aujourd'hui le principe de précaution est inscrit dans notre Constitution. Ça veut bien dire qu'on est dans une société qui vise le risque zéro comme un idéal. Et cette prolifération des peurs me semble venir d'une déculpabilisation de cette passion. Depuis les Grecs, je fais un petit retour chez les Grecs, la peur était très mauvaise conseillère. C'est ce qu'il fallait absolument bannir parce qu'elle modifiait nos représentations. Si vous lisez Le Petit Prince, qu'est-ce qu'est une grande personne? C'est quelqu'un qui n'a plus peur. Aujourd'hui, dans notre société, une grande personne, c'est quelqu'un qui a peur, en tout cas qui a conscience des risques, qui est prudente, et c'est même la définition de la personne sage. Pour un philosophe grec, cette idée aurait semblé évidemment grotesque, puisque l'être humain saisi par l'angoisse était évidemment le contraire du sage. Donc, cette explication, pourquoi il y a eu cette déculpabilisation, s'explique qu'il y a un livre très connu en philosophie de Hans Jonas, qu'il a écrit au XIXe siècle, et au XXe siècle, pardon, qui explique que, en fait, l'humanité a construit des technologies et des techniques qui sont capables d'anéantir son espèce. Ce qui fait qu'on est obligé de borner les techniques et les technologies avec des normes qu'il offre de définir dans son ouvrage. Effectivement, aujourd'hui, on peut produire des armes qui nous détruisent, mais je trouve qu'il y a une dérive, un glissement entre un principe de précaution, un principe de responsabilité et une idéologie précautionniste dans laquelle on vit actuellement. La dérive, le glissement est très ténu, mais la différence est colossale, c'est-à-dire qu'il est évidemment incontestable d'avoir une règle d'action nécessaire, de prudence, mais quand cette règle devient un principe opposable à toute action, c'est là qu'on va tomber, à mon avis, dans certains travers que l'entreprise, je vais l'évoquer tout à l'heure, met en œuvre. Simplement sur cette notion de risque qu'on voit aujourd'hui beaucoup plus comme une menace et très peu comme une opportunité, je voudrais juste signaler que le risque est parfois il y a parfois beaucoup plus de risques à ne vouloir en prendre aucun qu'à en prendre certains. Il suffit de lire, là je vous renvoie à des livres, Les décisions absurdes de Christian Morel par exemple, il y a 2 volumes où il explique à quel point suivre la théorie fait en sorte que 2 navires peuvent rentrer en collision, qu'un avion se crache. Le pilote de l'Hudson illustre exactement ça, c'est-à-dire qu'à un moment il a fallu se déconnecter de la théorie pure pour prendre un risque, et s'il n'avait pas pris ce risque-là, le danger et l'appareil et les passagers n'auraient certainement pas été sauvés. C'est ce qu'Aristote appelait peu importe le mot grec, la phronésis, mais en tout cas, c'est l'intelligence d'action. C'est ce qu'il appelle l'œil de l'âme. À un moment, il faut savoir saisir, dans une situation donnée, l'opportunité pour prendre le risque qui n'est plus
conçu, pensé comme une menace. Si le risque est toujours synonyme de menace, on devient et on subit ce qu'on appelle le syndrome de Bartleby. Je ne sais pas si vous avez lu cette nouvelle de Melville, qui a écrit Moby Dick aussi. Et Bartleby, en gros, est un scribe qui est embauché par un homme d'affaires de Wall Street. Et à chaque fois que son homme d'affaires lui demande de faire quelque chose, il trouve toujours une bonne raison de ne pas le faire, parce qu'il y a toujours un risque de faire ce que le boss lui demande. Et donc, il répond toujours « I would prefer not ». Et quand cet homme de Wall Street veut le licencier, il répond encore une fois « I would prefer not », parce que là, effectivement, il y a un risque colossal. Donc, ça illustre en tout cas le fait que l'esprit croit immédiatement ce qu'il craint. C'est presque un biais cognitif. Et ça explique ce contexte de peur généralisé que j'ai voulu poser là dans ce premier moment. Donc d'un côté, on a peur, et de l'autre, en entreprise, on nous demande d'agir, d'innover, d'aller de l'avant en permanence. On est pris dans cette injonction paradoxale. Alors, on a trouvé une solution qui me semble à mettre en exergue, et c'est ce que je fais dans le livre, et c'est ce que je veux faire aujourd'hui. On s'agite dans des process. On n'agit pas, on s'agite, on n'entreprend pas, on ne fait qu'exécuter des programmes. On devient, en somme, une sorte d'intelligence artificielle. On s'inquiète aujourd'hui beaucoup de l'intelligence humaine, de l'intelligence artificielle qui s'humanise. Regardez Spot qui devient quasiment un chien réel, mais on s'interroge moins ou on s'angoisse moins sur le fait que l'intelligence humaine se robotise, et c'est un peu ce que j'ai voulu montrer. De même que c'est Kant qui fait cette petite parallèle, de même que alors il ne parle pas des Yupala, il parle des roulettes pour enfants, mais de même que le Yupala dispense l'enfant d'avoir à marcher, le process dispense souvent l'esprit d'avoir à penser. Et on procédurise tout. Pour envoyer un mail, il y a un process. Pour aller à la cantine, il y a un process. Pour aller à la piscine de l'entreprise, il y a un process. Il y a des normes comportementales absolument partout, omniprésentes dans l'entreprise. Alors j'en passe, je ne vais pas les évoquer, mais les tours de table, les brainstorming qui se finissent. Je ne critique pas ces choses en tant que telles, mais souvent elles sont mal faites parce qu'elles sont procédurisées. Et le process devient le sommet des priorités au détriment du sens de ce qui est entrepris. Il ne s'agit pas de critiquer les process, mais il y en a des utiles, il y en a des inutiles, et le curseur est très simple. Quand le sens est oublié et quand le process devient premier et le sens second, c'est là que le process est dangereux. Je vais l'expliquer un peu plus tard et je vais y revenir. Ce qu'on a même réussi à procéduriser maintenant en entreprise, ça me rend dingue, mais vous n'allez pas être d'accord, je sais que je vais mettre la salle à dos, mais c'est pas grave, c'est le bonheur en entreprise. Maintenant, c'est un bonheur normé. Il y a de la QVT, il y a les CHO, Chief Happiness Officer, des acronymes à mon avis très malheureux. QVT, moi j'entends cuvette, en plus c'est affreux je trouve. Mais c'est le meilleur moyen. Ah, je pensais pas, en général je me fais descendre quand je critique ces emplois fictifs. Alors, mais vous m'avez encouragée. Vous m'avez encouragée. Non, je vais expliquer pourquoi. C'est un emploi, Chief Happiness Officer. C'est pas du tout le sujet de la conférence, mais je dévie. Le Chief Happiness Officer est un emploi fictif. Pourquoi? Parce que le bonheur comme état stable est déjà une fiction. Si quelqu'un peut me contredire dans la salle, je veux bien. Mais le bonheur est absolument indéfinissable. On peut très bien définir le malheur, la perte d'un enfant, la perte d'un être cher, tout ce que vous voulez. Le bonheur, vous gagnez au loto, c'est pas... Ça peut, mais c'est pas suffisant. Être amoureux, on sait que ça rend heureux, mais bon, ça se gâte parfois. Les enfants, pareil, quelle source de bonheur, mais quelle source d'angoisse aussi. Bref, donc le bonheur est indéfinissable. 2, n'est pas un état stable. Je peux être heureuse pendant 6 mois et puis dans les 6 prochains mois, je ne le serai pas du tout. Et en plus, je trouve, moi je ne suis pas du tout stoïcienne, cette philosophie des sommets, enfin héroïques, parce qu'il faut toujours distinguer ce qui dépend de soi et ce qui ne dépend pas de soi. Et donc, on doit se concentrer sur ce qui dépend de soi pour évidemment éviter d'être malheureux. Mais moi, je suis incapable. Mon bonheur dépend que des gens que j'aime et des gens dont je dépends. Et donc, ce travail sur soi me semble vraiment improbable. Bref, 3 raisons, mais il y en aurait 100 000 autres, qui expliquent que le bonheur n'est pas un objectif atteignable. Et le meilleur moyen, me semble-t-il, de rendre les salariés malheureux, c'est de prétendre justement s'occuper de leur bonheur. Quand quelqu'un vous dit « c'est pour ton bien », méfiez-vous, c'est toujours pour le sien, mais toujours.
Donc c'est plutôt plus... Et en plus, alors un jour j'ai fait une conférence sur le bonheur et quelqu'un m'a dit je vous trouve très cynique sur le bonheur en entreprise, c'est quand même très important. Et parce que des gens qui travaillent dans un cadre formidable, ce sont des gens qui seront plus performants. Mais ce que je critique encore une fois, c'est pas de vouloir, quand même un peu, mais c'est d'instrumentaliser le bonheur dans un souci de performance. C'est ce raisonnement-là qui est dangereux. C'est-à-dire votre bonheur est un moyen pour vous rendre plus performant. Je ne crois pas du tout à cette logique. Au contraire, faire en sorte que les salariés soient de plus en plus performants, donner toutes les conditions de la performance, rendra les gens heureux. Mais faire du bonheur une condition et non une conséquence, c'est là l'erreur de raisonnement qui me semble assez colossale en entreprise aujourd'hui. Donc on met des baby-food, des plantes vertes, des jus d'orange, des piscines, des restaurants, il y a même des psys maintenant, des ostéopathes, il y a tout dans l'entreprise. Et il faut être heureux, parce que si on ne l'est pas, on culpabilise du coup, puisqu'on a tout pour être heureux et on ne l'est pas. Donc le bonheur est une contingence, ce n'est pas une nécessité. Et je fais juste remarquer combien de gens quittent les emplois, les technopoles, les belles grandes sociétés pour redevenir boulanger, des choses manuelles. Parce que là, ils ont un pouvoir d'action, ils se réalisent, ils voient la transformation de ce qu'ils sont en train d'entreprendre et ils ne sont pas dans une abstraction et dans un bonheurisme, parce que maintenant, ça devient carrément du bonheurisme obligatoire. Bref, au process et au bonheur normé en cage dorée, je préfère l'action véritable. L'action véritable dans un souci de bien-être et de performance d'ailleurs, mais l'action véritable qui, à mon avis, est exactement l'opposé du process et suppose 3 ingrédients. L'action, évidemment, suppose le risque, le process l'annule complètement. L'action suppose l'incertitude, je vais y revenir, le process bannit toute incertitude. L'action suppose le sens, le process pas toujours. Je vais y revenir aussi. Et l'action suppose la confiance et le process aucunement. Donc c'est en ça que je distingue évidemment l'action véritable de la procédure. Pour agir, je disais, il faut 3 ingrédients majeurs, incertitude, sens et confiance. C'est des mots archi galvaudés en entreprise. À chaque meeting, kick-off, il y a toujours le DG ou une autre personne qui dit qu'il faut un peu plus de sens et de confiance. J'aimerais simplement rentrer dans le détail de ces mots pour mettre un peu de contenu et de substance derrière ces étiquettes très belles mais souvent vides. Je disais, il n'y a pas d'action sans incertitude parce que c'est parce qu'il y a incertitude qu'il y a action. S'il n'y a aucune incertitude dans ce que j'entreprends, j'exécute, je suis dans du programme, je suis dans du pilote automatique, mais je ne suis pas du tout dans de l'action véritable. Agir vraiment, c'est prendre en compte les aléas, les contingences, les obstacles. Donc ça va un peu contre l'idée reçue que j'entends souvent en entreprise, on ne peut rien faire, ça change tout le temps. Mais c'est justement parce que ça change tout le temps qu'on peut faire et qu'on peut agir. Agir, c'est faire avec le changement, c'est pas une activité mécanique, un mouvement sans conscience qui se répète. C'est pas ça l'action. Si je prends un exemple, Napoléon à Austerlitz a utilisé la contingence, le brouillard, pour prendre d'assaut l'adversaire. S'il s'était dit non, on procédurise tout, on reste dans notre programme bien, dans notre stratégie bien établie, on n'aurait jamais joué de cet aléa. Donc à un moment, la véritable action stratégique, c'est de jouer des contingences et des aléas. Deuxième mot que je voudrais détailler un peu plus profondément, c'est le sens. On vit évidemment une crise de sens aujourd'hui. Je donne 4 grandes explications, il y en aurait 100 000 autres. Mais parce que ce que Max Weber a appelé le désenchantement du monde, les transcendances se sont effondrées, c'est-à-dire que la religion aujourd'hui ne guide plus nos existences. La religion est une affaire privée, si religion il y a. Donc c'est plus du tout un guide de vie, un guide de survie. Il y a un désenchantement du monde au sens où il y a un retrait progressif des croyances religieuses. 2, la Seconde Guerre mondiale, les guerres mondiales et surtout la Seconde, a mis fin à toutes les utopies politiques. C'est-à-dire qu'on a vu que la politique était capable de mener au pire et on n'a plus autant confiance dans la politique. Le taux d'abstention parle de lui-même. 3, il y a ce mot confus de la mondialisation qui fait que tous nos repères géographiques, culturels, historiques sont chamboulés. En un clic, on peut se retrouver à New York. Tout est déstructuré. Et enfin, ce qu'Alwyn Toffler appelle la vitesse du changement, les objets qu'on achète, nos ordinateurs, nos écrans, nos téléphones, etc., changent à une vitesse impressionnante, ce qui fait qu'on ne peut même plus s'accrocher aux objets tangibles qui sont devant nous. Il y aurait d'autres explications, mais en tout cas, tous nos anciens repères sont chamboulés, sont bouleversés, et on n'en a pas encore construit de nouveaux. Ça explique, à mon sens, une
pourquoi cette question du sens est si prégnante aujourd'hui. Je reviens sur le mot sens. Est-ce que, alors c'est difficile de vous interpeller, vous êtes très nombreux, mais bon bah du coup je le fais pas. Le mot sens a 3 acceptions. Si vous ouvrez un dictionnaire, c'est très simple. Il y a les sens, les 5 sens, les sensations. Il y a la direction et il y a la signification. Et il y a un point commun entre ces 3 acceptions du mot sens. Est-ce que quelqu'un a la réponse à la devinette? Pourquoi il y a un seul mot sens pour ces 3 significations différentes? Alors, c'est très simple, c'est que le sens est à chaque fois extatique. Extatique, c'est un mot barbare philosophique, on s'en fiche, mais c'est la même racine qu'extase. On change d'un état pour passer à un autre état. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sens renvoie toujours, dans chacune des acceptions, à autre chose qu'à lui-même. Essayez de toucher votre toucher, vous n'y arriverez pas, il faut une extériorité pour sentir votre toucher. Essayez de voir votre vue, vous n'y arriverez pas, il faut un miroir pour voir votre regard. C'est exactement la même chose avec la direction. Paris-Genève ne fait sens que le temps du trajet. Le sens est toujours où l'on va, mais jamais où l'on est. Une fois que vous êtes arrivé à Genève, la direction n'a plus de sens. Et enfin, pour la signification, le mot, c'est encore plus simple. Le mot table, le sens est dans la table, n'est pas dans le mot, évidemment. Ça, c'est aussi, et je fais une toute petite parenthèse, parce qu'en entreprise, on a peur, très très peur des mots maintenant, comme si le mot chien mordait. Un jour, je fais un petit texte et je mets le mot burn-out dedans, et là, évidemment, la DRH me dit « mais non, surtout pas, ne prononcez pas ce mot, la réalité est trop sensible pour les salariés, donc surtout, n'en parlons pas ». Il y a quand même eu des années de psychanalyse derrière, et on sait que parler des choses fait quand même avancer les choses. Bref, ça c'était sur les mots, mais c'est très lourd de conséquences de dire que le sens est toujours ailleurs. Ça veut dire que le sens de son travail est toujours ailleurs que dans son travail. Le sens de la vie est toujours ailleurs que dans celui de la vie. Le sens de mes enfants est toujours ailleurs que dans mes enfants. Ou alors ça me coûtera cher encore une fois en psychanalyse si je pense que si je les aime parce qu'ils ont du sens. Il vaut mieux, c'est parce que je les aime qu'ils ont du sens et pas parce qu'ils ont du sens que je les aime. Donc c'est l'amour qui donne du sens. Mais la vie est exactement la même chose. La direction, la signification de notre vie, je suis désolée, il fallait changer de salle parce que là ça va être un peu plombant, mais la direction dans laquelle on se dirige n'est pas très réjouissante. Il n'y a pas un grand sens, si ce n'est la mort. Donc il faut trouver un sens ailleurs, soit dans un projet qu'on mène, soit dans des personnes qu'on aime. Mais le sens, encore une fois, n'est pas dans la vie. Et le travail, idem. Mon travail n'a absolument aucun sens, mais avec la philosophie c'est facile de le dire, mais c'est parce que je l'aime qu'il a du sens et pas l'inverse. Bref, le non-sens, pour essayer de mieux comprendre cette idée de sens, arrive quand on tombe dans une spirale sans fin, dans un mouvement sans fin de réussite pour la réussite, d'argent pour l'argent, de travail pour le travail, et qu'on est sur une boucle comme un hamster et dans sa roue, si vous voulez. Et ça veut dire quoi philosophiquement? Ça veut dire qu'on fait du moyen une fin. Dès qu'on fait du moyen une fin, on tombe dans le non-sens. Et on rentre dans le monde absurde parce que définalisé du travail. Heidegger est un philosophe génial pour ça parce qu'il a expliqué très bien pourquoi on rentrait dans le non-sens aujourd'hui et dans le monde du travail particulièrement. Il dit on rentre dans l'univers de la technique. C'est quoi une technique? C'est un moyen. Si j'apprends une technique pianistique, j'apprends le solfège, en gros, mais peu importe la finalité, que je joue du jazz, du classique, de la variété. La technique, si vous voulez obtenir ça, alors faites ceci. C'est ça le principe de la technique. Et Heidegger explique que justement, tout le marché du travail aujourd'hui et les entreprises sont, évidemment il parle du XXe siècle, mais c'est exactement la même chose aujourd'hui, sont focalisés sur les moyens au détriment des fins. La science au XVIIe, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle avait 2 finalités ultimes, rendre l'homme plus libre et plus heureux. Plus libre en le sortant de l'obscurantisme religieux et plus heureux en lui permettant, grâce à la médecine, d'avoir une vie
meilleure, une vie plus longue. Aujourd'hui, les entreprises, pourquoi elles agissent? Pourquoi on a plus de pixels sur nos écrans et plus de couleurs et plus de je ne sais pas quoi? C'est pas parce qu'on vise une finalité ultime, rendre l'homme plus libre et plus heureux. C'est parce qu'il y a une concurrence généralisée et que si une entreprise n'innove pas, elle meurt. C'est darwinien. Donc il faut innover, pour rester, pour survivre. Mais encore une fois, ce n'est pas une finalité humaniste qui guide certaines entreprises. Il y a des secteurs qui sont à part. Je pense à la santé, là c'est différent. Mais je pense à l'univers technologique, technique, on s'avère dénué de sens, ça ne veut pas dire inutile, mais au sens où on a perdu les finalités ultimes de l'homme. Donc on rentre dans un mouvement pour un mouvement, on innove pour innover, on travaille pour travailler, et du coup, il n'y a plus d'objectif extérieur, supérieur au travail lui-même, d'où ce sentiment de non-sens parfois. La perte de sens, encore une fois, c'est la disparition des fins au profit des moyens. Et ce n'est pas simplement de la philo que je veux dire là et vous faire une référence à Heidegger, on s'en fiche complètement, mais simplement je voudrais souligner le fait que c'est très grave de perdre de vue la finalité des choses et le sens des choses. Au pire, on tombe dans le non-sens. Non, au mieux, on tombe dans le non-sens. Au pire, on peut même tomber dans l'industrialisation de la mort, c'est ce qui s'est passé. Si vous regardez une vidéo, un extrait du procès Eichmann à Jérusalem, il explique ses actes, cet officier d'Hitler, en disant « j'avais perdu de vue la finalité de ce que j'entreprenais ». Ça peut être une ruse procédurale pour répondre aux avocats, mais peu importe, l'idée est forte, je trouve, c'est que il y a une logique dangereuse du mouvement pour le mouvement, de l'extension pour l'extension. Et perdre de vue la finalité des choses peut mener au pire. Ne pas voir ce qu'on fait et être juste dans sa bulle parcellaire de travail peut conduire au pire. C'est ce que Hannah Arendt théorise dans Eichmann à Jérusalem notamment. Mais pour agir, je disais, donc il faut toujours se poser la question de la finalité. La trouver ailleurs, peu importe, mais en tout cas, il faut se poser cette question de la finalité externe et extérieure à l'activité elle-même. Et deuxièmement, il faut une bonne dose de confiance. Et ça, c'est aussi un mot qui est très rarement, je trouve, défini et qui est source de pas mal de contresens. La confiance, si je reprends juste 2 minutes l'étymologie, c'est cum fidere, ça veut dire avec foi. On est dans l'ordre de la croyance, on n'est pas dans l'ordre de la connaissance et du cognitif. Si je vous demande là, quand est-ce que vous faites confiance à quelqu'un, je suis sûre que la moitié de la salle va me dire quand il est fiable. Évidemment, on fait confiance quand quelqu'un est fiable. Mais justement, non. Si la personne est fiable, ce n'est pas la peine de lui faire confiance, en l'occurrence. La fiabilité qui est de l'ordre de la connaissance, du cognitif, n'est pas du tout un gage et un gage de confiance. Au contraire, il y a quelque chose d'irrationnel dans la confiance qu'il faut essayer de définir. Mais on la confond très très souvent aujourd'hui avec l'assurance personnelle. Si vous voyez les rayonnages des librairies en développement personnel qui ne cessent de s'accumuler, la philo se rétrécit, le développement personnel gagne du terrain. Et là, tous ces ouvrages, cette littérature spécialisée, focalisent sur l'assurance personnelle. Il faut en gros être un winner, bien sûr. Il faut être gagnant, il faut être positif, il ne faut pas montrer ses failles. Donc aucune place n'est laissée à l'imprévu, à la chance, à ce qui rend un peu fragile l'existence humaine. Mais quelle place pour la confiance mutuelle quand tout est centré sur l'assurance personnelle? Deuxièmement, je disais, on confond confiance et connaissance. La confiance n'est pas du tout de l'ordre de la fiabilité ou de l'honnêteté. Alors évidemment, il ne faut pas tomber dans l'idiot de Dostoïevski non plus, qui fait confiance à tout le monde et qui se détruit lui-même. Mais il y a un juste milieu entre tout savoir et faire du coup de la confiance une conséquence d'un comportement fiable. Souvent, on se dit, bon, il a fait ses preuves, il est fiable, il est honnête, donc je lui fais confiance. Mais il y a beaucoup de philosophes, je pense encore à Hannah Arendt, qui a expliqué à quel point la confiance avait un pouvoir subversif. C'est-à-dire que la confiance doit être parfois première pour induire un comportement digne de confiance et une certaine loyauté. Si vous vous rappelez Les Misérables, Jean Valjean est évidemment du côté du mal, et pour passer du côté du bien, quand est-ce qu'il passe du côté du bien? C'est quand l'évêque lui donne une somme d'argent en lui disant « maintenant tu seras du côté du bien ». Il n'a pas fait ses preuves, il a toujours été du côté du mal. Mais le fait de lui donner ce gage de confiance va induire en lui un comportement loyal et digne de confiance. Donc c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure sur le bonheur, ne pas toujours en faire une condition d'un meilleur travail, mais une conséquence. C'est exactement la logique inverse avec la confiance.
Au lieu de la penser toujours comme une conséquence, essayer d'en faire une condition pour amorcer des comportements fiables et honnêtes et dignes de confiance. Et enfin, la confiance. Alors là, j'espère que personne ne travaille chez Darty dans la salle, mais après Heidegger, je tombe à Darty parce que je trouve que ça, on prend un peu l'air. Et vous savez, le fameux slogan, le contrat de confiance. Il n'y a pas un oxymore pire que celui-ci. C'est un non-sens aberrant, mais on s'en souvient, marketingment parlant, c'est bien. Mais dans le sens, ça ne veut absolument rien dire. Au contraire, c'est un non-sens absolu, parce qu'un contrat, c'est exactement l'inverse de la confiance. Un contrat, on est dans une relation symétrique. Si je vous trahis, on sait exactement ce qui se passera en cas de trahison, et on rendra plus ou moins prévisible le futur. C'est rendre cohérent, ordonner le futur. On est dans quelque chose de symétrique. La confiance, on est exactement dans l'inverse. C'est comme la logique du don. Si on donne vraiment, on n'est pas dans du symétrique, on est dans de l'asymétrique. Si je vous fais confiance, je me pose dans une situation de vulnérabilité. Je suis vulnérable par rapport à vous, je suis dépendante de vous, mais je ne rends pas du tout prévisible et maîtrisable le futur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la confiance se construit évidemment sur l'ignorance et sur le risque. C'est pour ça que je disais aussi, dans l'action véritable suppose la confiance. Ce qui les réunit, c'est le risque. Donc la confiance ne réside jamais dans l'accroissement des certitudes, mais au contraire dans l'acceptation des défaillances. La fameuse phrase « la confiance n'exclut pas le contrôle » est une hypocrisie sans nom. Parce que non, c'est pas possible. Si on a besoin de contrôler pour faire confiance, c'est pas de la confiance, c'est du contrôle. Bon. Vous me poserez les questions, vous critiquerez tant que vous voudrez après. Et je dis pourquoi la confiance est un ingrédient absolument nécessaire dans l'action, c'est parce qu'elle est la clé de l'autonomie. Il n'y a pas d'autonomie sans confiance, il n'y a pas de confiance sans autonomie. Le lien n'est pas évident et pourtant c'est très simple. Si je vous fais confiance, c'est que je suis suffisamment autonome pour encaisser une éventuelle trahison. J'ai suffisamment de force en moi pour me dire, bon, bah, je résisterai, ça pourra me blesser, me heurter, me dévaster, mais j'aurai suffisamment de résistance pour parer à cette trahison-là. Si je me ferme à vous complètement, que je ne vous fais pas confiance, c'est justement que je suis trop dépendante de votre regard, de votre jugement. Donc se fermer à l'autre, c'est paradoxalement en être très dépendant. S'ouvrir à l'autre et faire confiance, c'est au contraire être très autonome. C'est pas clair ? Voilà. Et donc, ce que je veux dire là, c'est qu'en entreprise, parfois, remplacer les procédures, les comportements normés par des actions véritables qui supposent ces trois ingrédients permet non pas d'être libre. Évidemment qu'on ne peut pas être libre dans une organisation. On est libre nulle part. Spinoza l'a dit évidemment très bien dans l'éthique. L'homme n'est pas un empire dans un empire. On est submergé de lois diverses, de lois physiques, de lois physiologiques, de lois sociales, de lois culturelles, de lois organisationnelles. Donc on ne pourra jamais être totalement libre. Mais on peut se libérer, la liberté là ici est une libération, en comprenant ce qu'on fait, en comprenant et en agissant réellement, c'est-à-dire en ne subissant plus. Comprendre, c'est ne plus subir, d'une certaine façon, c'est maîtriser ce qui se passe. Si Spinoza est un petit peu compliqué à lire, vous regardez tous les films, La Grande Évasion, Prison Break, ou ce genre de choses, c'est toujours la même énigme, c'est-à-dire qu'on se libère en comprenant excessivement bien les rouages qui permettent de jouer un peu avec ces lois fixes et avec ce milieu carcéral. Si vous n'aimez pas la prison, vous regardez Nureyev danser et il vole. Et il ne s'est pas extrait des lois de la pesanteur. Et pourtant, si je saute moi, ça ne va pas faire le même effet. Non, là, il ne faut pas rire en général. Mais ce n'est pas le monde extérieur qu'il domine, c'est son corps, évidemment, intérieur qu'il maîtrise. Donc on peut jouer sur les lois physiques, même physiologiques, physiques, en les comprenant et en les assouplissant et en travaillant véritablement. Autrement dit, être libre, c'est pas s'affranchir de tout, pas du tout, mais c'est devenir la cause de l'effet qu'on souhaite produire. C'est devenir la cause de l'effet qu'on souhaite produire. En entreprise, il n'y a que cette liberté-là qui est possible. Autrement dit, être libre, c'est pas faire ce qu'on veut quand on veut, mais c'est savoir ce que l'on fait. Et ça reprend l'idée du sens que j'ai évoqué tout à l'heure. Et
je conclurai juste pour qu'on ait un petit peu de temps sur les questions. Je conclurai que c'est à cette seule condition que des individus agissent réellement, pensent ce qu'ils font, comprennent ce qu'ils font, qu'on va avoir affaire à des vrais humains en entreprise. Ça aussi, moi, j'en peux plus d'entendre les personnes d'entreprise dire on replace l'humain au centre, l'humain au cœur. Mais on trouve de l'humain partout en entreprise, mais nulle part dans les actes. C'est-à-dire que l'humain est dans les expressions. Alors, les ressources humaines, bien sûr, et les facteurs humains. Il y en a même une expression abominable qui fait froid dans le dos, c'est réinjectons de l'humain. Vous l'avez déjà entendu, celle-ci. Il y a un côté aussi Seconde Guerre mondiale. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce sont des expressions qui, pour moi, sont trop facile. Ce sont des discours ambiants, démagogiques, bien pensants, mais cet humain-là qu'on valorise, qu'on prône en entreprise n'est que l'humain de l'homogénéité, de l'égalitarisme, du conforme, et c'est tout sauf l'humain, parce que qu'est-ce que c'est qu'un humain? C'est un être singulier, unique, qui agit par lui-même, qui pense ce qu'il fait, et qui va assumer sa singularité et son authenticité. L'humain n'a d'existence que singulière et agissante. Alors, à l'inverse, l'humain généralisé des entreprises et des discours démagogiques est un mythe, est un mot valise et trop facile. Les gens ne sont pas dupes et je pense qu'il faut arrêter d'utiliser cette expression à tort et à travers. Et donc c'est pourquoi la valorisation de l'humain passe par des actes concrets, par des actions concrètes et non par des discours généraux et bien pensants. D'ailleurs, les compétences du XXIe siècle, et là toutes les conférences le montrent, tout devient mécanisable, automatisable, et il y a des choses absolument géniales. Je parlais de Spot tout à l'heure. Enfin, moi, je trouve qu'il a la tête d'un cygne. Et il m'effraie complètement, Spot. Mais enfin bon. Bref, les robots deviennent quasi humains, mais les compétences, ça veut dire que les compétences du XXIe siècle seront évidemment celles qui mettent en valeur les compétences les plus humaines. Donc la question du sens, donc la question de l'action et de la pensée. Ce qui est automatisable, mécanisable, en gros, n'a plus un grand avenir au sens, pas technique, mais au sens humain. Tout ce qui relèvera de l'activité purement humaine et singulière en a un. Alors surtout, ne mécanisons pas, et c'est ça mon message aujourd'hui, ne mécanisons pas nos façons d'être. Soyons des êtres certes imparfaits, mais authentiques, actifs et surtout pensants. Je vous remercie. Je suis dans le timing. On a le temps.